Bonjour à vous tous, mes chers étudiants, et bienvenue à votre cours sur l'informatique médicale. Euh, D'abord, laissez-moi porter une petite correction, pas vraiment une correction, mais plutôt une remarque sur le titre même de ce cours, informatique médicale. C'est un nom qui est assez impropre parce qu'il ne dit pas vraiment la réalité. Beaucoup de personnes s'imaginent en voyant un titre comme celui-là qu'il s'agit de connaissances d'informaticiens par les médecins. Non, ce n'est pas cela. L'informatique médicale est tout simplement euh, l'utilisation en tant qu'outil des sciences de l'information essentiellement et de l'ordinateur adapté dans le monde médical. Ça n'a absolument rien à voir avec des compétences d'ingénieur en informatique ou autre chose, et comme je l'ai vu à beaucoup d'autres occasions. Ok, donc vous retrouvez quelquefois les termes e-santé ou informatique médicale ou e-médecine pour ceux qui sont un petit peu plus anglophones. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de votre smartphone, de vos tablettes, de l'Internet essentiellement pour la gestion des patients. Une illustration très simple et rapide que l'on peut faire, c'est le fait d'envoyer, par exemple, une image de radiologie pour être étudiée entre différents médecins. Mais finalement, l'utilisation des systèmes d'information électronique, Internet et autres, ok, à quoi est-ce que ça rime? C'est une volonté d'aider au diagnostic. Maintenant, il faut se projeter un petit peu dans l'histoire pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un dossier médical dans lequel figure toute l'histoire du patient, et comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vécu dans son passé, quels sont les différents médecins qu'il a connus, quels sont les médicaments qu'il est en train de prendre, tout cela. Maintenant, comment est-ce que ça a évolué? Le même dossier médical dans un cabinet du patient suit un patient pendant toute son évolution. Certains médecins rencontrent des patients occasionnellement et d'autres les suivent toute leur vie. Par exemple, les pédiatres suivent les patients pendant très longtemps jusqu'à leur adolescence et quelquefois au-delà de l'adolescence et au-delà même de l'âge adulte, les patients refusent de quitter leur pédiatre alors qu'ils ont changé, qu'ils ont évolué, etc. Donc cela fait que le dossier du pédiatre peut commencer de la naissance jusqu'à l'âge de 17-18 ans, dépendamment de l'âge adulte dans certains pays. Donc ça fait toute une documentation qui existe que l'on peut rouvrir, réanalyser à différents moments de la donnée pour savoir pourquoi le patient présente tel type de signes, etc., etc. Donc, au lieu d'avoir un dossier papier qui est de l'épaisseur de mon ventre, ok? Imaginez-vous que vous ayez cela sous la main de manière électronique avec un système qui est capable de tirer les mots marquants. Par exemple, si vous cherchez douleur et vous pouvez ressasser toute l'histoire de la douleur de ce patient-là au cours des ans. Si vous cherchez fièvre, infection ou médicaments qu'il absorbe, parce que l'un des grands problèmes de santé publique actuellement, ce sont les effets indésirables ou alors plutôt les effets cumulés de certains patients ou les interactions entre les médicaments, je voulais dire. Ok, donc le électronique, le e-medicine, c'est donc une aide au diagnostic et qui va de plus en plus remplacer le dossier médical papier
tel que nous le connaissons, et c'est déjà le cas dans certains pays. Maintenant, ce système d'information médicale, parce qu'il faut bien retenir la dimension de système, ok, il a différentes composantes que nous allons voir ensemble et il est important de les connaître. Mais l'origine, l'intuition de base de la formation de cet outil est de pouvoir permettre aux médecins cliniciens d'avoir une base fiable qui peut être mise à jour à tout moment, mais qui permet surtout de retracer l'histoire et le passé du patient en lui évitant de se tromper, de reprogrammer certaines choses qui ont déjà été faites, etc., etc. Maintenant, pourquoi faire évoluer la question de la médecine? Pourquoi introduire ce nouvel outil? Eh bien, la raison est très simple, c'est que de plus en plus, il y a de grandes difficultés dans les diagnostics des patients. Avec l'évolution des compétences, de plus en plus, on se rend compte que plusieurs pathologies que l'on croyait les mêmes, parce qu'elles se présentaient apparemment sous la même forme, ok, sont en fait des pathologies très différentes et qui peuvent nécessiter des interventions différentes. Ou tout simplement, par le fait même qu'il pourrait y avoir plusieurs pathologies qui se ressemblent, pouvoir les identifier rapidement est un gain de temps, un avantage pour le patient, mais en plus, c'est une question économique aussi parce qu'on tâtonne moins. À ses origines, donc, la médecine était essentiellement magico-religieuse. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on avait l'impression à l'époque que les diagnostics relevaient d'une intuition, de rêve. D'ailleurs, il fallait faire des prières pour avoir la solution. Et la solution était très souvent envoyée dans des rêves pour le médecin ou alors pour le prestataire de soins. D'ailleurs, la santé et la magie ou la sorcellerie étaient très très liées puisque les traitements étaient quoi? C'était des potions qui venaient de certains savoirs scientifiques, pas du tout, mais plutôt de certains savoirs empiriques qui venaient de la tradition. Il y avait donc des familles de guérisseurs qui transmettaient leur savoir et qui le gardaient jalousement, ne le partageaient pas avec les autres. Et donc, c'est cette dimension-là qui va changer avec Hippocrate, où la médecine va devenir un petit peu plus scientifique, parce que Hippocrate va y apporter quelque chose d'extrêmement important. Il va y apporter le raisonnement logique. Ok? Et il va donc commencer par parler d'hypothèses, et il faut que, pour avoir un diagnostic, il faut que toutes les hypothèses se réunissent sous une seule bannière. Et c'est Hippocrate qui va donc initier la médecine moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, grâce à Hippocrate, nous pouvons définir la médecine comme l'art de reconnaître les maladies par leurs symptômes et de les distinguer les unes des autres. C'est le diagnostic, excusez-moi. La démarche diagnostique peut paraître et est très souvent un raisonnement hypothético-déductif. La démarche décisionnelle qui va nous permettre de traiter un patient peut être des fois très très complexe. Certaines pathologies peuvent paraître évidentes, mais d'autres sont quelquefois confuses et le non-initié, le non-entraîné, celui qui n'a pas l'expérience peut se retrouver face à un ivresse à prendre lorsqu'il s'agit d'asseoir son diagnostic.
la décision de traiter un patient est basée sur la confrontation des faits issus de quoi? C'est de l'interrogatoire du patient, c'est-à-dire que pour quelle raison il est venu, quelle est l'évolution de sa pathologie, de quel ordre sont apparus les différents signes s'il y en a plusieurs, etc., etc. Ensuite, il y a l'examen clinique et surtout les examens de laboratoire qui vont infirmer ou confirmer les différentes théories que nous allons donc dresser. Maintenant, ce qui se passe, c'est que même quand nous avons l'interrogatoire, l'examen clinique et la paraclinique, très souvent, les menus décisions, les observations que nous allons faire, elles vont être influencées par une théorie de départ. Nous regardons le patient et dès son abord, nous avons probablement un préjugé. Nous nous disons que ce patient a certainement tel type de pathologie ou alors c'est tel système qui est affecté. Et donc, cela peut provoquer un biais. Et nous allons voir comment l'outil de l'informatique médicale peut nous aider à traverser ce biais. Mais restons un petit peu dans l'histoire de l'évolution de cette affaire. On considère donc habituellement que la démarche diagnostique relève d'un raisonnement hypothético-déductif parce qu'il y a une théorie à la base et qui peut être faite de manière tout à fait empirique. Donc, d'une manière générale, voici le schéma que nous utilisons pour traiter les patients. Le patient vient avec des faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il présente. Ok? Est-ce qu'il a un os cassé? Est-ce qu'il a de la fièvre? Est-ce qu'il tousse? Ça, ce sont les faits que nous observons et ce sont les signes également. À partir de ces faits-là, nous commençons à élaborer des hypothèses. Par exemple, il tousse, donc c'est déjà l'hypothèse, c'est que c'est le système respiratoire qui est atteint. Il a de la fièvre, c'est un problème circulatoire. Il a de la céphalée, c'est un problème probablement neurologique, mais pas forcément. Ça peut être un problème circulatoire cardiovasculaire également. Il tousse, il a le Covid. Non, pas forcément. Mais toujours est-il que à chaque fait que présente le patient, nous élaborons une hypothèse. Et nous allons confronter ces hypothèses avec les différents faits, en essayant de faire entrer ces faits-là dans l'une des hypothèses que nous avons échafaudées. Et une fois que nous avons ces hypothèses, nous pouvons toujours demander des examens complémentaires pour infirmer ou confirmer. Mais il faut faire attention, le médecin non expérimenté peut tomber sous des trouvailles paracliniques qui vont l'amener vers d'autres hypothèses auxquelles il n'avait pas nécessairement pensé. Mais toujours est-il que les faits, plus les hypothèses associées aux examens paracliniques, qui sont de nouveaux faits, eux-mêmes vont nous conduire à une décision thérapeutique. En général, c'est la construction que nous a appris, que nous apprenons ici, et nous disons que c'est la bonne démarche pour avoir un diagnostic et traiter les patients. Et nous allons voir que cela n'est pas toujours vrai, malheureusement, et beaucoup d'erreurs peuvent être commises, même en utilisant de manière très rigoureuse ce système. Donc, à partir des faits observés, le médecin forme des hypothèses et envisage le diagnostic qui lui paraît le plus compatible. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur cette partie de la phrase parce que vous comprendrez bien qu'il y a quelque chose de très subjectif dedans, puisque les hypothèses que vont forger le ou les médecins sont basées sur la limite de leur connaissance, justement. Donc, vous en savez beaucoup, vous pouvez élaborer énormément d'hypothèses. Vous en savez moins, et bien vous en élaborez très très peu également. Et il se pourrait que vous passiez à côté d'un diagnostic qui pourrait d'ailleurs paraître élémentaire pour quelqu'un de plus expérimenté. Okay? Donc, du fait, maintenant, quel est le problème? C'est que les pathologies et la technologie permettent tellement
de fragmenter, de fouiller, de mieux identifier les différentes pathologies, que ces pathologies sont en train de se multiplier actuellement. Les instruments que nous avons aujourd'hui, nous ne les avions pas autrefois. Beaucoup de personnes, par exemple, prétendent que autrefois, il n'y avait pas tous ces cancers. En fait, autrefois, nous étions surtout plus ignorants. Nous ne pouvions pas faire le diagnostic des cancers de manière correcte. Donc aujourd'hui, nous avons les instruments et nous nous rendons compte que ce que le commun des mortels appelle cancer, en fait, c'est toute une gamme de pathologies qui sont toutes différentes les unes des autres. Donc, il ne faut pas les mélanger. Et c'est l'évolution actuelle de la science qui nous le permet. Et donc, le jeune médecin, de plus en plus, se retrouve confronté à cette multitude de pathologies qui se présentent très souvent avec des signes que l'on peut retrouver dans énormément d'autres pathologies. Donc, les bases cliniques sur lesquelles nous voulons développer nos diagnostics deviennent de plus en plus difficiles à faire. Et c'est là justement que l'ordinateur va venir nous aider. Si autrefois, la manière dont nous travaillons pour ne pas oublier certaines choses, c'était justement de prendre des notes, ok? Et c'est ce que nous avons appris dans nos stages. Nous avons appris qu'il fallait prendre des notes et ensuite faire un résumé de tout ce qui était positif. Positif ou plutôt pertinent concernant le patient. Après avoir tout relevé, on va écarter maintenant le tralala, les choses qui nous paraissent superflues, pour retenir ce qui est positif, ce qui est pertinent pour le traitement du patient. Et justement, ce papier-là sur lequel nous avons inscrit tout ce qui est pertinent, nous pouvons le sauvegarder justement sur un ordinateur. Ça prend moins de place et on peut le tirer quand on en a besoin. Donc, c'est là que l'ordinateur va commencer à jouer un rôle de stockage d'informations. Et ça nous amène à parler maintenant des qualités de l'ordinateur qui font qu'il est utilisé dans le e-medicine. Donc, et ces qualités, c'est quoi? C'est qu'un ordinateur a certainement plus de mémoire de stockage que nous autres. On peut faire des recherches extrêmement rapides à partir d'un mot donné ou dans certains cas de certains symptômes. Et l'ordinateur peut même avoir certaines fois la capacité de faire des calculs à notre place. C'est-à-dire que si nous essayons par exemple de recroiser un certain nombre de symptômes pour savoir quelles sont les pathologies qui présentent ces différents symptômes. Un exercice que nous pouvons faire très facilement, quelqu'un qui tousse et qui a de la fièvre, quelles sont les pathologies qui peuvent présenter ces différents symptômes? Il y a des syndromes, il y a des pathologies particulières, pneumonie, dépendamment du type de toux, évidemment, les infections pulmonaires, les bronchites, certaines bronchopneumopathies chroniques obstructives ou les bronchopneumopathies aiguës, la tuberculose, etc., etc. Vous voyez, là, je vous sors quelques pathologies qui me viennent à l'esprit. Je sais que j'en ai laissé. Maintenant, imaginez-vous que vous avez un ordinateur, un instrument informatique qui lui-même ne va rien laisser de côté. Vous croisez deux données, il va vous donner tout ce qui existe dans la littérature médicale qui rencontre ces deux données. C'est comme une recherche Google. Ok? C'est un petit peu cela. Et ça, c'est le calcul. Et c'est l'une des caractéristiques justement de l'informatique. Et donc, cette capacité, l'ordinateur peut aider à solutionner maintenant le problème de stockage et de reconnaissance des symptômes. Ok? Les systèmes informatiques peuvent également aider à la prise de décision médicale. Par exemple, nous venons de dire qu'avec deux symptômes, toux et fièvre, nous avons toute une kyrielle de traitements
qui sont possibles de traitement, de pathologies qui sont possibles d'envisager. Et bien justement, le système informatique va vous aider à ce niveau-là. Il va vous permettre de retracer l'ensemble des pathologies que vous pouvez rencontrer à ce niveau-là et vous permettre de prendre des décisions thérapeutiques. L'informatique ne va pas encore se substituer à l'humain, mais il peut sérieusement lui donner un coup de pouce. L'informatique, donc, a très vite été perçue comme une aide pour le médecin, justement. Nous avons plusieurs patients, nous avons plusieurs pathologies. Donc, l'informatique peut définitivement nous aider et les premiers systèmes utilisaient des approches numériques. Leurs successeurs, quant à eux, ont utilisé ce qu'on appelle des systèmes experts. Les systèmes experts, c'est quoi? C'est que ce sont ces logiciels plus que des machines. Ce sont des logiciels qui sont là justement pour faire des croisements. Vous rentrez un ensemble de symptômes, de signes chez le patient qui correspondent à un profil de patient et la machine commence à faire des calculs pour vous dire quelles sont les pathologies possibles, quels examens que vous devriez demander pour pouvoir infirmer ou confirmer certaines de ces pathologies, ainsi de suite, et peut même vous donner un guide thérapeutique pour la gestion de ce patient. Et surtout pour ceux qui vont faire de la pédiatrie, vous savez que les guides thérapeutiques sont précieux parce qu'il s'agit de faire beaucoup de calculs suivant le poids du patient pour pouvoir doser les médicaments. Maintenant, la raison pour laquelle on a poussé la présence, presque imposé l'informatique dans le domaine médical, eh bien, c'est tout simplement à cause des erreurs de diagnostic, justement. Je me rappelle que lorsque j'étudiais la chirurgie, on me disait que voilà, un chirurgien a droit à 15% d'erreurs dans sa pratique médicale. 15%. Le problème, c'est que 15%, on pourrait dire que ce n'est pas grand-chose, sauf pour le patient pour lequel vous vous êtes trompé, justement. Mais pour lui, ce n'est pas 15%, lui, il est 100%. Ouais. Donc, du fait de la complexité de la prise en charge des patients, les erreurs médicales représentent la 8e cause principale de décès, par exemple aux États-Unis, et coûtent près de 29 milliards de dollars en faisant environ 98 000 morts par an. 98 000 morts par an. Malheureusement, je n'ai pas de données pour ici en Haïti, mais nous allons voir que dans les pays développés, ce n'est pas forcément très différent. En France, les erreurs médicales feraient plus de 10 000 morts par an. Donc, nous avons certaines pathologies pour lesquelles les erreurs diagnostiques sont particulièrement connues. Okay? C'est l'identification des défaits indésirables des médicaments, c'est la première chose. Parce que de plus en plus, on essaie même d'en faire une spécialité médicale parce que les effets indésirables sont difficiles à évaluer. Déjà, il faut fixer le temps. Après combien de temps peut-on dire qu'un médicament ne présente plus aucun danger dans le système de patient? Et cela dépend des médicaments, voyez-vous. C'est quelque chose de compliqué. Et maintenant, l'embolie pulmonaire, très souvent, on passe à côté et on le sait, notamment avec la situation actuelle de Covid-19, on a de plus en plus de grands risques d'embolie pulmonaire chez certains patients. Mais maintenant, on sait aussi que les contraceptifs oraux peuvent provoquer de l'embolie pulmonaire aussi. Les cancers du poumon. Qu'est-ce qui fait qu'on a un cancer du poumon? On a incriminé parce qu'il a été admis que le tabac pouvait jouer un rôle non négligeable dans le cancer des poumons, mais en réalité, ce n'est pas une condition sine qua non. Parce que tous les patients qui fument ne font pas de cancer du poumon, forcément.
Okay? Le cancer colorectal également, l'utilisation des fibres, le cancer du sein et les syndromes coronariens, les pathologies infectieuses virales considérées comme d'origine bactérienne, les appendicides, etc. Pour ceux qui le savent peut-être, les appendicides chez les enfants sont souvent confondus avec les adénites mésentériques qui sont des infections virales. Et beaucoup d'enfants se font opérer pour appendicite alors qu'il s'agit d'une adénite mésentérique. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous avons ces erreurs médicales? Maintenant, les causes de ces erreurs sont reliées à des facteurs systémiques et cognitifs. Les erreurs systémiques sont mises en relation avec des problèmes de communication dans les équipes, des délais d'obtention de certains résultats, d'examens complémentaires. Il y a une expérience que vous avez peut-être déjà faite, mes chers étudiants, lorsque vous allez en stage. Vous voyez que, par exemple, le médecin demande un examen très courant qu'on appelle l'ionogramme. Le patient est déjà en train de prendre des solutés et on lui demande un ionogramme. Il faut savoir que le ionogramme va être altéré avec la prise alimentaire et l'ingestion des sérums. Donc, l'ionogramme est un examen que s'il n'est pas fourni dans environ, je crois, les 3 à 6 heures, je pourrais me tromper, il n'a pas vraiment, il perd de sa pertinence. Il peut donner une idée, mais il perd de sa pertinence. En plus, l'examen est un examen qu'il faut répéter pour qu'il ait une vraie valeur. La manière dont le ionogramme de patient est à son entrée n'est certainement pas celle qu'il sera après quelques heures de bolus de soluté ou alors d'intraveineuse continue ou de prise alimentaire ou de médicaments. Et donc, c'est là l'un des problèmes. Autre chose aussi, il y a la question, il faut bien le reconnaître, nous sommes médecins, nous devons nous regarder en face. Il y a le problème de la démarche systémique. Certains d'entre nous n'adoptons pas la démarche nécessaire ou alors rigoureuse qui devrait permettre d'éviter les erreurs diagnostiques. En plus, lorsqu'on est un spécialiste, on a le biais de départ. Nous reconnaissons ce que nous avons étudié essentiellement et nous avons tendance à passer à côté d'autres choses qui peuvent être pertinentes pour une autre spécialité. Donc, c'est l'un des problèmes qui explique ces erreurs de diagnostic. Les facteurs cognitifs, quant à eux, sont un peu plus gênants à présenter. Il s'agit par exemple d'une mauvaise prise en compte des données de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en gros? C'est-à-dire que vous entendez l'information et vous l'interprétez de manière erronée. Et la plus grande et mauvaise interprétation, c'est de croire que ce n'est pas important. C'est la première chose. Vous entendez le patient vous dire que oh oui, avant-hier il a toussé un petit peu et puis bon, vous n'insistez pas, c'est comme si ça n'avait aucune valeur. Alors que cela pourrait s'avérer être déterminant pour le patient. Et le facteur cognitif, c'est presque dire c'est la limite du médecin en fait. Par exemple, une mauvaise mémorisation de certaines données du patient. Vous entendez, vous prenez l'histoire clinique du patient, et puis vous oubliez les signes dont il vous a parlé. Et les oubliant, vous ne pouvez pas prendre de décision qui permettrait d'envisager la chose de manière entière et complète. Un mauvais choix des examens complémentaires à prescrire. C'est-à-dire que votre connaissance des pathologies étant tellement limitée que ce que vous demandez pour pouvoir asseoir votre diagnostic est inadapté. Une mauvaise estimation des probabilités de diagnostic concurrents. Et ça, c'est l'un des grands problèmes qui existent. C'est celui, par exemple, de ne pas savoir reconnaître des signes d'alerte. Le patient présente un certain nombre de signes et de symptômes, vous les relevez sans savoir ce que cela veut dire. Et puis généralement, les lacunes de connaissances médicales dans certains domaines. Tout simplement, on aura beau dire que les médecins passent beaucoup de temps à étudier, les médecins sont intelligents et tout, eh bien nous savons tous que personne ne peut tout savoir.
personne ne peut tout retenir, ne peut tout garder dans sa caboche. Et donc, cela expose le patient à des erreurs de diagnostic et donc des erreurs de traitement et donc à la mort ou alors des complications. Donc, c'est là que l'utilisation du système d'aide, système sans aide, s'il vous plaît, à la décision diagnostique pourrait avoir un impact sur la qualité de la prise en charge. Et le mot qualité est de première importance dans cette phrase. Parce que cette qualité serait grandement améliorée en fournissant au médecin les connaissances médicales dont il a besoin pour structurer sa démarche diagnostique, justement. Il pourrait, entre autres, aider le médecin à construire son raisonnement et à identifier les diagnostics différentiels. Il pourrait permettre le médecin de prescrire les examens complémentaires nécessaires à l'avancement du diagnostic. Vous voyez, donc ce sont des choses, c'est une aide réelle et il n'y a pas de limite et il n'y a pas de honte à se faire aider par un système informatique s'il s'agit d'améliorer la qualité des soins du patient. Nous avons parlé tout à l'heure des différents systèmes, mais nous allons voir l'approche numérique de l'aide au diagnostic. Ok, il y a également, non seulement l'approche numérique, il y a les approches statistiques ou les approches probabilistes. Maintenant, rapidement, numérique, c'est quoi? C'est le calcul, tout simplement. Vous présentez un ensemble de symptômes et on essaie de les regrouper ensemble. Maintenant, l'approche statistique, c'est quoi? C'est en gros, rapidement, c'est de dire tout simplement, vous casez les patients dans des sphères. Ok, parce que statistiquement, voilà, c'est un homme, il va présenter ceci, il va présenter le cancer de la prostate. Certainement, les femmes ne peuvent pas présenter le cancer de la prostate. Ok, le cancer du côlon beaucoup plus que d'autres types de cancers. Les approches probabilistes, ok, qui vont faire référence au théorème de Bayes, ok, c'est d'estimer, c'est de faire une estimation qui se rapproche beaucoup de l'approche statistique, de ce que pourrait présenter ou avoir le patient. Ok? Et finalement, il y a le cas particulier des scores cliniques. Les approches statistiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les méthodes statistiques reposent sur des techniques de classification multifactorielle, en particulier l'analyse discriminante. Ok? Schématiquement, on considère un ensemble donné, N, de patients, d'observations, décrits avec une certaine variable, qui sont les signes, les symptômes et les résultats d'examen complémentaires, répartis en une catégorie petite n, qui finalement, c'est quoi? C'est les diagnostics. L'analyse discriminante vise donc à produire un nouveau système de représentation constitué de combinaisons linéaires de variables initiales qui permet de séparer au mieux les catégories. Il s'agit aussi ainsi de construire une fonction de classement, qui va finir par permettre ou de prédire la catégorie d'individus à partir des valeurs prises par les variables qui le caractérisent. Ainsi, cette technique se rapproche des techniques supervisées en apprentissage automatique. De nombreuses méthodes ont été proposées que nous n'allons pas étudier ici. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez donc les patients qui arrivent et maintenant vous dites, voilà, patient intel, patient A, B, C, D, E ont présenté les symptômes qui sont les variables suivants. K1, K2, K3, K4, etc. Et donc, tous ceux qui présentent l'ensemble de ces symptômes-là, ils sont classés dans tel type Donc, c'est les possibilités de regroupement que vous êtes en train de faire. Maintenant, tandis que l'approche probabiliste, c'est l'application du théorème de Bayes. Et c'est toujours le même principe de base que l'approche statistique. Okay? On dispose toujours d'un ensemble M d'observations qui est de patients, chacun étant décrit par des variables K qui sont les signes et les symptômes. Okay? Et
qui vont donc faire partie d'un sous-groupe et qui vont être répartis en catégories. Maintenant, le diagnostic considéré pour tout nouveau patient, le théorème de Bayes permet de calculer la probabilité a posteriori des différentes hypothèses diagnostiques. Okay? Donc l'approche de Bayes, c'est comme si c'était un raccourci de l'approche statistique. Maintenant, les scores cliniques, c'est celui que nous utilisons, qui est le plus utilisé ici en Haïti. De très nombreux scores cliniques ont été construits et validés pour aider le médecin dans sa démarche diagnostique. Okay? Certains sont connus de la plupart des médecins, comme le Mini-Mental Score, qui est un test de référence dans le dépistage des démences, ou le test de Fagerström, qui permet d'évaluer la dépendance tabagique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le score clinique? Le score clinique, finalement, c'est ce qu'on appelle le profil de la pathologie. Lorsque vous étudiez vos pathologies, vous avez le titre, le nom de la pathologie, vous avez une définition plus ou moins biologique et de manifestation de cette pathologie. Ensuite, tout de suite après son épidémiologie et autre chose, qu'est-ce que vous avez? La présentation du tableau clinique. Et c'est ce qu'on appelle les scores. Donc, les scores, c'est quoi? C'est le fait d'avoir regroupé un ensemble de symptômes cliniques, qui permettent de définir la pathologie. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est le modèle que nous utilisons le plus ici chez nous comme cliniciens en Haïti. Pardon? Le principe de ces scores diagnostiques est le suivant. Le médecin pose un nombre fixe de questions standardisées. Le médecin enregistre la réponse qui peut être binaire, vrai ou faux, ordinaire ou numérique. Le score final prend souvent la forme d'une somme, pondérée ou non, des résultats des réponses aux questions. Néanmoins, il faut le savoir, certains scores peuvent avoir des formules plus complexes. Des seuils permettent de conclure, par exemple, la détérioration intellectuelle absente, légère ou importante. Vous voyez, là, c'est une appréciation subjective. Ce n'est pas une appréciation objective. Maintenant, comment est-ce que le système informatique va jouer son rôle dans cette affaire? Donc, lorsque l'intelligence artificielle a pris naissance, on a tout de suite pensé qu'elle pourrait jouer un rôle dans l'aide au diagnostic. Et donc, on a commencé à programmer, à développer des logiciels informatiques adaptés à la santé. Ces programmes qui sont appelés des systèmes experts, quand ils étaient capables de simuler le raisonnement des experts, ont pour caractéristique principale d'utiliser les connaissances d'un domaine pour déduire certaines conclusions ou actions à partir de données ou faits qui leur sont présentés. Un exemple, une illustration très simple. Un patient adulte, de préférence homme, qui vient se plaindre d'inappétence depuis environ 48 heures, d'une douleur abdominale qui a commencé dans la région épigastrique ou périombilicale, qui ensuite, depuis moins de quelques heures, vient siéger au niveau de la fosse iliaque droite. Automatiquement, cela nous fait penser, waouh, il a probablement une appendicite. Si en plus on y ajoute des signes, un examen clinique avec un rebound tenderness positif sur le point de McBurney, donc on se dit que de plus en plus le diagnostic est presque confirmé par là. Et là, vous voyez, c'est une approche logique. Et ce qu'on va faire, on va reprendre tous ces aspects-là, toute cette dimension d'analyse et de raisonnement, on va les intégrer dans un logiciel informatique. Et c'est lui qui va faire les calculs et nous sortir les probabilités, les pathologies possibles concernant les différents patients qui auront été identifiés. Donc, un système expert, qu'est-ce que c'est? Le terme lui-même, système expert, aujourd'hui très commun, est utilisé pour tout système informatisé destiné à simuler les activités humaines d'expertise. Un système expert est donc un programme ou un logiciel, plus souvent un logiciel, dont le fonctionnement permet de reproduire tout
ou partie du comportement d'un expert humain dans le domaine limité et exigeant une assez grande quantité de connaissances. Par exemple, le système expert que nous sommes tous censés connaître maintenant, pour ceux qui conduisent surtout, c'est le GPS. Le GPS connaît toutes les routes. Il ne sait pas où vous devez passer. Il va même vous dire combien de temps que ça va vous prendre. Il peut même vous dire s'il y a une différence entre le chemin court et le chemin long. Il y a les chemins embouteillés, il y a des chemins sur lesquels on travaille, etc. C'est un système expert. Maintenant, il y a la même chose dans le domaine de la santé. Maintenant, cette définition fait donc appel à un certain nombre d'observations. En premier lieu, elle ne résiste pas à la fonction de l'expert, tant au plan de son activité que du terrain où il exerce son talent. Et ça, c'est important à savoir. Elle n'est pas non plus restrictive sur le type d'application et notamment ne se limite pas aux seules activités de diagnostic ou de résolution de problèmes. En fait, cette définition va souligner l'importance de la connaissance, mais de la connaissance actuelle. Donc, le système peut évoluer. Ces systèmes sont d'ailleurs également dénommés systèmes à base de connaissances ou systèmes cognitifs. C'est-à-dire que chaque système n'a de valeur que dans le cadre ou dans l'époque dans laquelle il a été forgé. Parce qu'il ne peut utiliser que les connaissances qu'on lui a intégrées à un moment donné. Maintenant, ces systèmes experts sont organisés de différentes façons. Par exemple, l'idée d'un ordinateur calculant vite mais à l'aveugle et en montrant ses limites et l'insuffisance, la nouvelle orientation a été donc d'introduire la connaissance dans les systèmes informatiques afin de traiter les problèmes où elle intervient de façon décisive. Deux solutions opposées ont été considérées: coder la connaissance dans le corps même du programme, ou alors dissocier la connaissance du programme et en particulier des mécanismes de raisonnement. Cette seconde solution, qui est le fait qui est la dissociation, s'est avérée meilleure que la première parce que les connaissances a priori spécifiques et évolutives pouvant faire l'objet de réactualisation, alors que le traitement informatique des mécanismes de raisonnement est a priori stable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le système d'aide logique est un système limité dans le temps parce qu'il ne peut utiliser que les connaissances liées à l'époque où il a été programmé justement. On peut donc représenter le système expert par trois modules principaux. Maintenant, je profite rapidement pour préciser que le mot système expert, c'est ce qu'utilisent les francophones. Les anglophones utiliseront peut-être plus le e-medicine ou health information. Donc, maintenant, les trois modules sont les suivants. La base de connaissances qui contient les connaissances du domaine d'expertise, c'est-à-dire que tout ce qui relève, par exemple, de la chirurgie ou de la psychiatrie ou de la dermatologie est intégré dans le système. Tout ce qui est accepté pour vrai, les connaissances médicales théoriques et empiriques nécessaires à la démarche diagnostique. Ou alors, l'autre module, c'est quoi? Elle peut se faire sur la base de faits qui représentent les données de l'énoncé du problème à résoudre et dans notre cas, les critères du patient pour lequel on cherche à établir le diagnostic. Le troisième module, c'est le moteur d'inférence qui correspond au module informatique qui, à partir de la base de connaissances et de la base de faits, modélise le raisonnement permettant de produire l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'ensemble des données que vous allez entrer et vous aiguillonner dans le sens où vous devriez aller. Et donc celui-là est un petit peu plus avancé parce qu'il est adaptatif, il est progressif aux informations que vous lui apportez. Le raisonnement est alors fondé sur des principes de logique. C'est-à-dire un patient
vous entrez par exemple le système physiologique et maintenant vous expliquez, vous dites que voici donc les signes que présente ce patient-là. Maintenant par rapport à l'atteinte que cela provoque sur le raisonnement de la physiologie, l'informatique est capable de vous dire mais voilà ce qui ne marche pas, où est-ce que ça ne marche pas et comment il faut le réparer. Maintenant, nous allons rapidement passer sur les différents systèmes médicaux qui ont existé au cours de l'histoire. Par exemple, le MYCIN, qui est l'un des premiers, a été composé. Je vais vous les laisser pour les lectures, pour le développement de vos connaissances générales. Le MYCIN est l'un des premiers et qui a quand même était l'un des pionniers, je devais dire, et qui a vraiment grandement influencé les systèmes de logiciels d'aide au diagnostic. Le internist le QMR, qui a été développé à l'université de Pittsburgh, est un système expert appliqué à la médecine interne essentiellement. Et la médecine interne, vu la dimension, son importance, est l'une des premières spécialités qui a nécessité justement, qui a bénéficié, devrais-je dire, du système d'aide au diagnostic. Le ADM, aide au diagnostic médical, qui lui a pris le jour en France. Il est similaire au QMR, et dans ses objectifs. La base des connaissances contenait près de 12 000 descriptions de maladies décrites par 130 000 entités et couvrait toute la médecine interne ainsi que les effets indésirables des médicaments. Voilà, donc c'était là l'ensemble de notre première intervention sur le e-medicine. J'espère que vous avez beaucoup appris sur l'importance de la chose et que vous allez garder l'esprit ouvert et vous dire bien que nous voulions ou non. Ici en Haïti, nous allons devoir emboîter le pas, utiliser l'informatique. Il y a énormément d'applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui vous permettent d'être plus rapide, plus efficace et plus efficient dans votre pratique médicale. Il n'est peut-être pas recommandé pour les étudiants de trop s'adonner là-dedans parce qu'ils doivent avoir enregistré d'abord leurs compétences avant d'utiliser une aide. Mais toujours est-il qu'on n'arrête pas le progrès et les systèmes d'aide au diagnostic vont voir le jour et vont être appliqués dans tous les domaines médicaux et les jeunes générations seront peut-être dépendantes et c'est regrettable de ces différents systèmes. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.